Et nous sommes donc toujours en direct depuis le World IA Cannes Festival, donc pour les EA Talks by Côte d'Azur France Terre d'IA, en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Nous allons évoquer la médecine de demain avec 3 nouveaux invités. On va surtout découvrir les avancées technologiques qui révolutionnent donc le domaine de la médecine et comment l'IA peut être utilisée pour améliorer les pratiques et usages des soignants, donc au travers de la rencontre de 3 partenaires de notre écosystème Côte d'Azur France Terre d'IA. Alors nous allons tout d'abord accueillir Mathieu Mérian qui est le CEO de My3D. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci. Bastien Tavener est avec nous. Bastien, vous êtes donc sociologue chargé d'études au CIUS. Bonjour Bastien. Bonjour, merci. Et puis Christophe Hauss, directeur technique et de l'IA chez Highwind. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, tout d'abord, présentez-nous la solution que vous avez développée au sein de votre entreprise. À quel besoin est-ce que cette solution répondait ? Donc nous, notre solution, c'est principalement pour améliorer tout ce qui est les appels d'urgence, qu'on appelle le SAMU, les pompiers, mais surtout le SAMU. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on appelle tous ces gens-là, ces centres d'appels d'urgence, c'est que du vocal. Donc nous, on s'est dit, on va rattraper le retard et mettre tout ce qu'il y a sur les téléphones, c'est-à-dire être capable de faire des conf calls, envoyer du texte, envoyer de la photo, de la localisation, tout ce qui est aujourd'hui qu'on fait naturellement, mais qui n'est pas fait encore partout. Et on a voulu rattraper non seulement ce retard, mais aller vraiment plus loin. Donc si jamais vous envoyez des photos avant la prise de l'appel par le centre d'appel d'urgence, nous on le traite par IA et on regarde ce qui se passe dessus. Et typiquement on essaye de remonter les criticités de l'appel par tout ce qui est vraiment les problématiques de santé. Est-ce qu'il y a vraiment des hémorragies, des AVC, donc il faut vraiment prendre l'appel directement. Tout ce qui est le situationnel, où c'est que ça se passe, en intérieur, en extérieur, est-ce que c'est sur un accident de la route, est-ce que c'est avec beaucoup de personnes. Et le but c'est que si j'avais beaucoup d'appels en parallèle, d'être capable de trier en avance et dire on pense que cet appel-là est plus important que celui-là. Et on fait aussi d'autres choses, typiquement on fait aussi tout ce qui est du bilan de santé à distance, être capable avec un médecin de dire cette personne-là, elle a tant de battements par minute, tant de respiration, tant d'oxygénation, et de voir à distance qu'est-ce qui se passe médicalement en fait. Voilà. Alors concrètement, comment ça peut se passer si on fait un peu de prospective dans quelques temps? On peut imaginer que plutôt que d'appeler le SAMU, on ait votre application sur le smartphone et elle fasse toute la démarche, à la fois d'appeler le SAMU, mais aussi de transférer les informations. Donc pour l'instant, on ne va pas toucher au système parce que c'est quand même très dangereux, il y a beaucoup de vie en jeu. Donc nous, on va juste se greffer par-dessus, comme on disait, soit avec une application, soit directement, on va vous envoyer un lien SMS et vous cliquez dessus, ça va ouvrir une application web, comme ça, il n'y a pas besoin d'installer. Aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet des gens qui sont vraiment dans l'urgence de ne pas avoir à chercher où est l'application, ainsi de suite. On peut directement leur donner. Et grâce à ça, ça lance toute l'application sans rien faire. En fait, il y a juste à cliquer sur un lien SMS. Comment ça se présente une fois qu'on a cliqué? L'utilisateur, on lui demande de prendre des photos, de répondre éventuellement à des questions. Exactement. Typiquement, on va avoir des autorisations à cliquer dessus, oui pour la localisation, envoyer des photos, et ensuite il y a juste des boutons à cliquer dessus, c'est des gros boutons assez faciles à comprendre, conf call, tout ce qui est à envoyer des photos, et ça va assez vite en fait. Quelle est la mission précisément réalisée par l'IA? Elle analyse la situation et elle priorise auprès des agents de l'autre côté? Côté SAMU, typiquement ils auront un Google Maps. Donc en fait, vous aurez les appelants, les points sur la carte directement. Quand vous cliquez dessus, vous voyez on mettra un code couleur en fait, selon ce nous on pense la criticité de l'appel. On pense que cet appel-là est plus critique que celui-là. Donc vous aurez des codes couleurs rouge, vert, jaune. Et si vous cliquez dessus, en plus de l'IA, vous avez toutes les informations, où c'est que ça se passe, les photos de l'accident, le texte, il a envoyé du texte sur ce qui se passe, parce que peut-être que la personne est sourde ou malentendante, ce genre de choses. Donc on peut aussi faire beaucoup de... En fait, le but c'est de rajouter plus d'informations sur les appels en fait, et aider au choix et à la décision. Ça a été déployé déjà au niveau national en France ? Le problème, c'est qu'il faut qu'on installe nos solutions aussi chez les centres d'appel d'urgence. Aujourd'hui, c'est juste de la redirection qu'on fait sur... typiquement, surtout si vous êtes à l'étranger, vous ne connaissez pas le numéro d'appel. Okay. Nous, automatiquement, on va vous rediriger vers le bon centre d'appel d'urgence. S'il n'y a pas de solution derrière. S'il y a la solution installée, on est en train de regarder en ce moment avec le SAMU de Nice et les sapeurs-pompiers de Marseille pour faire des proof of concept. Ça serait vraiment lancer tout ce qui est localisation, envoyer des photos et travailler sur l'IA, en fait, détecter les situations. Et quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous aimeriez développer ?
À terme, on aimerait aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est travailler avec tout ce qu'on appelle le Natural Language Processing, automatiquement traduire ce que racontent les étrangers, typiquement les Anglais, dans les cas les touristes, qu'on a beaucoup sur la Côte d'Azur. Tout ce qui est les minorités aussi, il y a beaucoup de langues qui sont très peu parlées, qui sont très compliquées à comprendre. Et faire de la retranscription directe et aider vraiment tout le personnel à parler des langues qu'ils ne comprennent pas en fait. Mathieu Mérian, vous êtes CEO de My3D. Alors, que fait cette entreprise ? Alors nous, on fait de l'impression 3D. On va venir faire du prototypage pour d'autres sociétés. Tout ça dans l'optique de financer notre autre projet qui est celui de l'exosquelette. Donc on va rejoindre la médecine de demain en essayant de proposer un dispositif médical qui peut permettre à n'importe quelle personne atteinte de handicap moteur de pouvoir remarcher et de pouvoir avoir une nouvelle vie et une vie normale à hauteur d'homme. Et comment intervient l'IA là-dedans ? C'est dans le processus de fabrication ? C'est dans l'utilisation de l'exosquelette ? Alors déjà dans le processus de fabrication, on a de l'IA qui est intégrée au niveau des imprimantes 3D, puisqu'on va venir intégrer des caméras dans nos machines qui vont venir détecter si jamais une imprimante n'arrive plus à imprimer ou est en échec, pour pouvoir l'arrêter et éviter la continuité du processus. Et derrière, on a aussi une IA qui interviendra au niveau de l'exosquelette. Pour l'instant, on est sur du no-IA au niveau du fonctionnement. On va prendre des gyroscopes qui vont calculer l'équilibre selon un algorithme. L'inclusion de l'IA en fait au sein de l'exosquelette, elle permettra de l'indépendantiser en lui donnant la capacité d'évoluer dans des événements, dans des endroits qu'elle ne connaît pas, de pouvoir opérer des marches, de pouvoir opérer des nivellements de terrain et de pouvoir adapter le comportement de l'exosquelette et du dispositif médical en fonction de ça. Alors vous fabriquez l'imprimante 3D ou l'exosquelette ou les deux ? Alors non, nous l'imprimante 3D, on a un partenaire local qui nous suit là-dessus, c'est Volumic 3D. Ils nous ont fait confiance dès le début du projet, ils nous ont aidés sur l'achat des premières machines. Et on se sert aujourd'hui de leurs machines pour fabriquer l'entièreté de notre exosquelette. Ça répond à quel besoin ? Quelle est l'idée ? Faire baisser le prix d'un exosquelette ? Le besoin primaire auquel on répond, c'est la mobilité. Moi, j'ai eu l'idée de développer ce projet pour un ami à moi qui atteint une sclérose en plaques et qui ne pouvait pas obligatoirement se déplacer n'importe où avec son fauteuil roulant. L'idée, voilà, c'est de pouvoir offrir quelque chose qui devrait être normal à n'importe qui. Et surtout aux personnes qui sont atteintes de handicap moteur et qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer normalement en fauteuil roulant. Alors Bastien, vous êtes sociologue chargé d'études au CIUS. De quoi s'agit-il le CIUS ? Alors le CIUS, donc le Centre d'innovation et d'usage en santé, c'est à la fois un bureau d'études sur l'innovation en santé et un lab commun d'innovation qui propose donc d'accompagner les offreurs de solutions en santé et de solutions innovantes dans une démarche centrée usager qui mobilise différentes approches, le design, la sociologie, donc je suis moi-même sociologue, la santé publique, la gestion de projet, etc. Et au croisement de ces dimensions, on essaye d'accompagner au mieux les tests utilisateurs. Et pourquoi on a besoin de sociologie autour de l'IA, du développement de solutions ? Alors c'est une très bonne question qui peut paraître effectivement complexe parce que dès qu'on parle d'IA, on a cet imaginaire d'une boîte noire des fois où on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, etc. Et qui est assez loin finalement du monde des usages et des types de technologies qu'on peut observer au quotidien dans nos travaux. Or, ce que montrent les travaux des sociologues sur le sujet, c'est qu'au contraire, les applications en IA comportent tout un tas de dimensions, tout un tas de coûts qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont organisationnels, symboliques, cognitifs, etc., qui nécessitent qu'on s'y attarde, qu'on les observe et qu'on se dote des bonnes méthodes pour observer comment les usagers, au sens large des professionnels de santé, les patients, les accompagnants, les aidants, etc., se saisissent des dispositifs pour justement que cette connaissance produite et que cette intelligence soit utilisée à bon escient. Alors le grand public utilise au quotidien aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Pourtant, quand on leur pose la question « Qu'est-ce que vous pensez de l'IA ?», ils ont souvent une crainte, souvent un petit peu peur. Comment on explique ça ? C'est parce qu'on a tous vu Terminator quand on était jeune. Oui, alors effectivement, tout l'imaginaire et les représentations, notamment médiatiques, qui sont drainées autour de l'intelligence artificielle, ont, ou en tout cas peuvent avoir un impact sur la réception sociale et
l'acceptabilité sociale, pour employer un terme qui est parfois un peu galvaudé, de ces technologies-là. Or, ce que montrent les études, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ce stade-là, il y a effectivement tout un tas de dimensions très pragmatiques en fait, qui rentrent en compte dans le succès ou les échecs à l'usage de solutions qui embarquent de l'IA et qui peuvent correspondre à des dimensions, comme je disais, très pragmatiques, comme la dimension ergonomique des solutions dans lesquelles l'information est restituée. L'exemple pour ça d'iWin est très intéressant avec effectivement toute la dimension sur la photographie, les applications mobiles qui peuvent être manipulées justement pour transmettre cette connaissance produite en temps réel. Et donc on retombe sur des dimensions ergonomiques, organisationnelles, sociales qui finalement sont un petit peu inhérentes à tous les projets d'innovation en santé. Parce que si on peut faire un lien avec ce que nous a expliqué Christophe, sa solution, elle est géniale, mais en même temps, le premier réflexe, c'est un peu de se dire, mais est-ce qu'on va toujours avoir quelqu'un au téléphone ? Christophe, vous voulez peut-être répondre aussi à ça, tous les deux échanger là-dessus ? Ah oui, c'est sûr que surtout dans les cas d'urgence, là, on est dans la sociologie. Hein. C'est vraiment le problème de l'adoption. Nous, c'est ça. On n'est pas là pour supplanter l'humain. C'est vraiment pour apporter des choses en plus, pour l'aide au choix. Mais c'est pas prendre le choix à leur place, en fait. On dit, nous, on pense, attention, peut-être que ce cas-là est plus critique. Regardez-le. Mais le choix final, c'est quand même l'humain derrière. On fait vraiment attention à ne pas faire passer l'IA avant en se disant, elle est plus intelligente ou quoi que ce soit. C'est juste de l'aide à la décision. Mathieu, Christophe, un petit mot sur cet écosystème Côte d'Azur France, Terre d'IA. Est-ce que ça vous a aidé ? Vous avez trouvé des partenaires technologiques, peut-être des débouchés ici au sein même de la Côte d'Azur ? Alors oui, nous, ça a été une volonté de s'installer à Sophia Antipolis. On y a vraiment trouvé justement ce côté Terre d'IA avec énormément de partenaires qui ont accepté de nous suivre dès le début. Parce qu'on a commencé sans prototype, juste avec une volonté de faire un projet qui serait complexe et long. Et on a vraiment trouvé cet accompagnement, que ce soit au sein du Business Pôle, au sein des partenaires qu'on peut avoir comme l'INRIA, des partenariats qu'on vient de monter notamment avec l'Agence spatiale européenne au niveau d'une incubation, et d'autres partenaires locaux comme Volumic 3D qui sont la start-up grandissante des imprimantes 3D en France. Et pour vous, Christophe ? Il y a énormément de partenaires en effet. Bon, déjà on a un partenaire à côté, le CIUS, on est chez eux. On a aussi tout ce qui est Eurobiomed, on a tout ce qui est la région sud. Elle nous a beaucoup aidé dans tout ce qui était. On est allé au CES cette année à Las Vegas. On a fait Vivatech, on a fait beaucoup de choses avec toute la région. A beaucoup d'intérêt à amener ces startups vers l'avant et elle le fait vraiment. Ce qui je trouve qui est plus intéressant que d'être dans une grande ville complètement parmi d'autres startups. Alors que là on pousse vraiment à l'avant et à essayer de se spécialiser. Il y a un gros tissu économique, c'est vraiment super. Et est-ce que vos premières retombées sont locales ou alors tout de suite au niveau national et international ? Nous, on va être plus sur du local parce qu'on va être sur une technologie qui va être assez disruptive, qu'on ne distribue pas obligatoirement sur un territoire national dès le début, puisqu'on a déjà eu énormément de travail qui a été mis en place pour convaincre nos partenaires locaux. On a déjà été accompagné, comme je le disais, dès le début par des incubateurs comme Solid Schema Adventure qui nous permettent d'envisager justement ce déploiement au niveau national et international pour après. Et pour vous, Christophe ? Nous, en ce moment, on est en train de parler avec Edmonton, c'est au Canada. Okay. Eux, ils ont une vision différente des appels d'urgence. C'est un peu tout cumulé. Ils ont 911, en fait, c'est 911. Et derrière, ils redispatchent tous les appels d'urgence. Et ils ont une problématique un peu différente, c'est qu'eux, ils veulent pas tout ce qui est photo et ainsi de suite, mais ils aimeraient bien savoir ce qui se passe derrière. Donc ça permettrait de faire un filtre sur les images et dire, on pense que là, nous, il y a ça dessus, mais qu'avec du texte, en fait. Et il y a tout un travail d'IA à faire avec eux, on est en train de regarder. Voilà. Merci tous les trois d'avoir participé donc à cette table ronde sur la médecine de demain. Prochain rendez-vous, l'exploitation des données synthétiques pour renforcer l'IA. Nous sommes toujours en direct donc pour cette deuxième journée des EA Talk à l'occasion donc du World AI Cannes Festival. Merci.